Venir s'asseoir. Alors, je m'appelle Patricia Richard, je suis de Saint-Ignace et je tiens à vous remercier de vous être déplacés ce soir pour cette rencontre importante d'information. Ça nous concerne tous. L'agenda de ce soir est très simple et consiste à la présentation de Dr Thierry Vrain, qui portera sur l'arrosage de nos forêts qui se produit chaque année et les produits chimiques utilisés, principalement le glyphosate. Avant la période de questions, il y aura des gens qui vont passer un panier pour recueillir des dons afin d'aider aux dépenses de cette soirée d'information. Et finalement, nous procéderons au tirage du 50-50. Avant de passer la parole à Dr Vrain, je prends l'occasion de vous donner un très court résumé de son imposant curriculum. Il est natif de France, pour me corriger si je fais des erreurs. Il a obtenu plusieurs diplômes dans le domaine de la science à différents endroits. Il est biologiste et un scientifique de la génétique. À son arrivée au Canada, il a enseigné la physiologie à l'Université du Québec, à Montréal. À son arrivée, après, il travailla pendant 30 ans à Agriculture Canada comme un scientifique de recherche pour le gouvernement au Québec et en Colombie-Britannique. Et c'est là qu'il a conduit la recherche sur les patates génétiquement modifiées. Ça. De plus, il était le chef du Centre de la recherche du développement à Summerland, en Colombie-Britannique. Lui et son épouse ont une ferme biologique près de Courtenay, en Colombie-Britannique. Alors, ce soir, nous sommes honorés de vous accueillir parmi nous, Dr Vrain, et sans plus tarder, je vous cède la parole. Merci. Vous m'entendez tous? Oui. Bon. Donc, ma conférence c'est sur le glyphosate, sauf que je ne sais rien du tout de la foresterie et de l'arrosage des forêts. Alors, je vais vous parler du glyphosate pendant 1 heure. Ça va vous concerner beaucoup. Et j'espère que je vais vous sensibiliser un peu à ce qui se passe ici, parce qu'on arrose les forêts, c'est pas tellement différent d'arroser les cultures. Donc, moi j'étais agronome, j'ai travaillé en agriculture, merci. C'est bon. Mais, et ça va être ma conférence, et surtout, ce qui me dérange beaucoup, ce qui me questionne, la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je crois que les gens ont besoin de savoir que leur nourriture est contaminée. Okay? On arrose les forêts, mais aussi on arrose les cultures. Et ça veut dire que les cultures sont contaminées. Ça veut dire que ce qu'il y a dans votre assiette est contaminé avec ça. Le glyphosate, c'est un herbicide. Qu'on arrose les forêts ou qu'on arrose les cultures, cette molécule va se retrouver dans l'environnement, dans la nourriture, dans l'eau, dans l'air, dans le sol, dans les animaux et, comme je vous le dirai plus tard, dans les humains. Donc ça nous concerne tous. Et c'est pour ça que je suis ici ce soir. Donc là, on arrose les forêts, et là, on arrose un champ de blé, juste avant maturité. Et je vais vous expliquer pourquoi on fait ça.
Il y a un nouveau livre, il y a un livre qui vient de sortir, qui est sorti la semaine dernière. Si jamais le sujet vous intéresse, vous pouvez le regarder en ligne, etc. Ça coûte 30 $. C'est un journaliste américain, une journaliste américaine, qui a écrit ce livre sur le glyphosate, sur Monsanto, sur la, comme ça s'appelle, c'est la corruption de la science, etc., etc. C'est scandaleux. Et il y a aujourd'hui aux États-Unis environ 300 lawsuits. Les gens vont en cours pour se plaindre que... Des poursuites. Ils ont, pardon? Des poursuites. Des poursuites judiciaires, merci. Je parle français très, très rarement. Et je crois que la dernière fois que j'ai donné une conférence en français, c'était à Montréal, il y a 4 ans. Alors donc, je vais chercher mes mots, vous m'aiderez, merci. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est en anglais, bien sûr, Whitewash, The Story of a Weed Killer, Cancer and the Corruption of Science. Et il vient juste de sortir, j'ai fini de le lire il y a 2 jours. Et je l'ai trouvé très bon. C'est une journaliste, et elle dit, bon, il faut que la vérité sorte, parce que Monsanto vraiment est en train de se foutre du monde. Ça fait 20 ou 30 ans que ça dure. Ça, c'est probablement bon nombre d'entre vous avaient regardé ou avaient vu le livre Silent Spring, qui date de 1972, je crois, ou 62, je ne me souviens plus, enfin il y a très longtemps, où elle avait vraiment aussi donné l'alarme pour le DDT, qui était vraiment arrosé partout, c'était un insecticide, qui était arrosé partout, et vraiment il y en avait partout, et c'était en train de contaminer tout l'environnement, etc. Et elle avait vraiment donné l'alarme. Et en français, là, c'est ce qu'elle raconte, c'est si on doit vivre en intimité avec ces produits chimiques, en boire et en manger, les accumuler dans la moelle de nos os, on devrait bien apprendre leur nature et leur pouvoir. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire ce soir. Le glyphosate est un produit chimique qu'on utilise dans les jardins, qu'on utilise partout où on roule, les voitures, dans les voies ferrées, on utilise ça là où il y a de l'eau pour contrôler les plantes invasives. On utilise ça en agriculture, bien sûr, énormément, et puis maintenant dans la foresterie, on utilise ça partout. Si bien que l'année dernière, ça c'était dans Newsweek, le magazine, ils disent c'est le produit chimique le plus utilisé au monde pour toujours. C'est le produit chimique le plus commercial, avec le plus de succès. On l'utilise partout. Si on l'utilise partout, ça veut dire qu'il est partout. Et s'il est partout, ça veut dire qu'il nous impacte. Il a été inventé en 1950 par un chimiste qui faisait des synthèses de toutes sortes de molécules pour une petite firme de produits chimiques qui cherchait des molécules nouvelles pour en faire des médicaments. Et puis, on n'a pas trouvé vraiment de choses pour en faire un médicament, alors on l'a laissé comme ça sur l'étagère pendant longtemps. Et c'est 15 ans plus tard qu'on le revoit. Il y a un brevet, 15 ans plus tard, 1964, 14 ans plus tard, pour l'utiliser pour enlever les dépôts de minéraux dans l'industrie. Quand on a des grosses bouilloires industrielles qui font bouillir de l'eau constamment, ça veut dire qu'au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, il y a des dépôts de minéraux qui deviennent de plus en plus gros, et dans les conduits, il faut les enlever. On les enlève avec des produits chimiques, et le glyphosate était parfait pour ça. Et puis quand on a enlevé les dépôts de minéraux, il faut disposer de la solution. Et quand on met ça quelque part dans la nature, on se rend compte instantanément que ça tue toutes les plantes. Ça tue les plantes. C'est vraiment un produit miracle. Et ça n'a pas pris longtemps pour que Monsanto s'en rende compte, et donc ils ont repris la molécule, ils l'ont racheté la molécule, et ils l'ont rebreveté comme herbicide en 1969. Donc maintenant, on a une molécule qui est devenue un herbicide, le glyphosate. C'est une toute petite molécule, vous avez son symbole là à droite en haut,
Et ça leur a pris environ 5 ans pour faire la formulation de l'herbicide qu'on appelle Roundup. Now, Roundup, c'est un herbicide qui est devenu, avec énormément de succès depuis 1974, il est devenu un des meilleurs herbicides qu'on a, parce que vraiment, il est très efficace, il tue toutes les plantes. Mais un herbicide, on l'applique sur les mauvaises herbes, et puis ensuite, en agriculture, on replante plus tard, on plante les graines. Donc, c'était comme ça pendant 15 ans, pendant 20 ans. Parce que c'est en 1996, dans les années 90, avec le début du génie génétique, il y a quelqu'un à Monsanto qui a eu l'idée de, possiblement, de pouvoir modifier les cultures pour qu'elles deviennent tolérantes à cet herbicide. Alors là, ça devient un jeu complètement différent. Parce qu'un herbicide, on l'applique sur le sol, il y a des résidus dans le sol. Quand on plante les graines plus tard et qu'on a une culture, il y a un petit peu de résidus dans la culture, mais pas beaucoup. En 1996, on a changé ça et on a modifié les plantes pour qu'elles deviennent tolérantes, résistantes à l'herbicide. Et vous avez probablement entendu parler des OGM, et les OGM c'est néfaste, les OGM c'est nocif, les OGM c'est mauvais, les OGM c'est le diable. Et en fait, c'est Monsanto qui a créé ce débat, cette controverse, parce que la technique du génie génétique, on l'utilise dans les laboratoires partout dans le monde depuis 40 ans, et il n'y a pratiquement jamais eu aucun accident. Jamais, il n'y a eu jamais aucune conséquence. Et ça m'a pris, moi, j'ai pris ma retraite il y a une douzaine d'années, et je suis à la retraite, donc je ne travaille plus, mais il y a 5, 6, 7 ans, je me rends compte, quand même, en regardant un peu la littérature scientifique, qu'il y a un problème avec le génie génétique. On est en train de nourrir des rats dans les laboratoires, on nourrit des rats avec des OGM, avec du maïs ou du soja, qui ont été modifiés pour tolérer l'herbicide, et les rats deviennent malades. Les rats deviennent très malades. Et je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? J'arrivais pas à comprendre. Et ça m'a pris plusieurs mois pour découvrir et réaliser qu'en fait, c'est pas la technologie, c'est pas le génie génétique, c'est le pesticide, c'est l'herbicide qu'on arrose libéralement sur les cultures qui ont été modifiées. Donc là, je vous ai mis en rapidement les modifications génétiques des cultures, les OGM, il y a toutes sortes d'OGM, ok. Résistance aux maladies et aux parasites, profil de nutrition amélioré, tolérance à l'environnement, réduction de pertes, résistance à un herbicide. Et je peux vous dire que la catégorie résistante à un herbicide, c'est 95% de tous les OGM. Ok? Monsanto vraiment a gagné la loterie parce que c'est eux qui ont vraiment développé les OGM et c'est ce qu'on appelle les cultures Roundup Ready. Ça date de 1996. En 1996, ils ont introduit le soja et le maïs, rapidement, comme des cultures qu'on appelle Roundup Ready. Roundup Ready, ça veut dire qu'on les a rendues tolérantes, résistantes à l'herbicide Roundup. Et ça a révolutionné l'agriculture. Parce que pour les agriculteurs, les fermiers, les mauvaises herbes, c'est vraiment le problème majeur. En agriculture, 80% de tous les produits qu'on utilise en agriculture, c'est des herbicides. C'est les mauvaises herbes. C'est le problème majeur. Et pour une firme chimique de venir et de dire, ben voilà, vous n'avez plus besoin de regarder vos mauvaises herbes, vous n'avez plus besoin de vous en occuper, vous allez planter vos cultures, planter vos graines, ne vous occupez pas des mauvaises herbes, ce n'est pas important, et un mois plus tard, vous arrosez. Et là, quand vous arrosez, vous détruisez toutes vos mauvaises herbes et la culture est toujours là. Et les agriculteurs ont essayé et ils ont trouvé ça merveilleux. Parce que ça leur simplifie la vie énormément. Énormément. Ils n'ont plus besoin de mélanger les herbicides pour s'occuper de telle mauvaise herbe ou de telle autre ou de telle autre.
l'herbicide qu'ils utilisent, le Roundup, ça tue vraiment toutes les mauvaises herbes. C'est merveilleux. Et c'est une technologie qui est devenue très populaire. Ça explique le succès commercial, parce que vraiment, on utilise ce produit partout en agriculture, partout aux États-Unis, au Canada, et aussi en Amérique du Sud surtout, et un peu ailleurs, mais pas beaucoup. C'est surtout en Amérique du Sud et en Amérique du Nord qu'on utilise ce produit. Roundup Ready a révolutionné l'agriculture industrielle. Là, j'ai une diapo qui n'est pas en place. Donc, le Roundup Ready, c'est RR, donc le soja, le maïs. Ensuite, rapidement, sont venus le canola, la betterave à sucre, la luzerne, le coton. Le coton d'abord, avant la betterave à sucre et la luzerne. Par exemple, 100% des betteraves à sucre au Canada, maintenant, sont modifiées, sont Roundup Ready, sont arrosées avec l'herbicide. Okay. Je ne sais pas si vous voyez la différence d'arroser les mauvaises herbes sur le sol, ensuite planter des graines, donc les cultures vont avoir un petit résidu, ou alors planter les graines d'abord et arroser un mois plus tard, et puis on peut même arroser encore une deuxième fois si c'est nécessaire, ou une troisième fois si c'est nécessaire, ça n'a aucune importance, on peut l'arroser autant qu'on veut, parce que les résidus grimpent, hein, les résidus montent quand on arrose la culture. Donc c'est quelque chose de très différent. Ça, c'était le Roundup Ready, c'était en 1996 que ça a commencé. Et puis quelques années plus tard, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi arroser pour éliminer les mauvaises herbes juste avant la récolte. Ce n'est pas important puisqu'on a des cultures qui sont résistantes à l'arrosage. Donc on peut éliminer les mauvaises herbes pratiquement en faisant la récolte. Bon. Mais si on peut éliminer les mauvaises herbes à la récolte, pourquoi ne pas le faire avec d'autres cultures qui ne sont pas modifiées génétiquement? Alors là, ça devient intéressant, parce qu'on arrose tous les céréales, le blé, l'avoine, l'orge, le seigle. Vous avez la ligne, non, pardon. Ça s'appelle le mûrissement chimique. Hein? En anglais, c'est chemical drying, desiccation, chemical ripening. Mûrissement chimique. Alors maintenant, la liste de cultures s'est allongée énormément. Il y a beaucoup de ces cultures maintenant qui sont arrosées, non pas au début de la saison, mais à la fin de la saison, juste avant la récolte. Alors le blé, l'avoine, l'orge, le seigle, le blé noir, le millet, le soja, le maïs, etc., etc., vous pouvez dire comme moi. Donc ces récoltes-là sont arrosées juste avant la récolte. Ça, c'est un champ de céréales qu'on est en train d'arroser, c'est le mûrissement chimique. On fait mûrir le grain, il n'était pas vraiment mûri, il n'était pas vraiment sec, et on aimerait bien éliminer les mauvaises herbes s'il y en a encore, et le faire mûrir avant de le récolter. Donc, on l'arrose comme ça. Quand on arrose la récolte quand on arrose la culture juste avant la récolte, donc le résidu maintenant est maximum. Il n'y a pas grande différence entre faire l'arrosage de la récolte une semaine avant la récolte et faire l'arrosage sur votre assiette. C'est un peu la même chose en fait. Donc les résidus sont maximaux. L'Agence de régulation de santé Canada et puis le PMRA, je ne sais pas comment dire en français, ont décidé il y a une cinquantaine d'années, quand le glyphosate, quand le Roundup ont été enregistrés, qu'ils ont écouté Monsanto, ils ont regardé les études que Monsanto avait faites et ils ont vu que vraiment il n'y avait aucune toxicité. Donc c'est un produit complètement sans toxicité. Donc c'est pas important qu'on l'arrose à ce moment-là ou avant la récolte, puisqu'il n'y a aucune toxicité. Et puisqu'il n'y a aucune toxicité, on peut mettre des résidus limites élevés. Chaque pesticide qu'on utilise en agriculture a un maximum de résidus, de limite de résidus légal dans la culture, donc dans la nourriture. Et ça, c'est vraiment Santé Canada qui s'occupe de ces choses-là.
Alors, pendant des années et des années, ils n'ont pas pris d'échantillons des récoltes parce que le glyphosate est tellement non toxique que vraiment ce n'est pas nécessaire. Mais depuis 1 ou 2 ou 3 ans, il y a tellement d'études qui sont venues, surtout d'Europe et de l'étranger, qui montrent que le glyphosate est actuellement très toxique, que là, ils commencent à s'inquiéter un peu. Et là, maintenant, on est en train de prendre des échantillons des récoltes. Et on regarde, par exemple, ça c'est dans le blé, et on voit qu'on a fait une limite légale de 5 parties par million. Ça veut dire c'est 5 mg par kilo, une partie par million. Et là, on vous exprime par exemple que dans le blé, il y avait un échantillon qui était au-delà, au-dessus de ça, disons qu'il était à 6, comme vous voyez, 6,6, donc c'est en violation. Et tous les autres qui sont à 4, 4, 3, etc. ne sont pas en violation, donc c'est égal, c'est parfait. Ça, c'est pour le blé. On peut regarder d'autres cultures. Ça, ce sont les chickpeas, comment on dit chickpeas en français? Garbanzos. Les pois chiches. Ça, c'est des pois chiches. Je vous ai dit, les pois chiches, les haricots, les lentilles, les pois, tout ça, c'est arrosé. Hein? Donc là, on regarde, et là aussi, on voit que la limite doit être plus bas que ce qu'il y a sur les choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrosé un peu trop. Ça, c'est les lentilles. Et vous voyez qu'il n'y a pas de mesure qui soit au-delà du résidu limite. Bon, donc ça c'est en introduction. Et dans votre nourriture, où est le glyphosate? Alors, si on prend, ça c'est ce qu'on mange au restaurant, assez souvent, la plupart des gens, et on regarde, alors le pain, bien sûr, est fait avec du blé qui a été arrosé, juste avant la récolte. Le burger est fait avec de la protéine de soja qui a été arrosée, puisqu'il est OGM. La viande, c'est les animaux qui sont nourris au soja, ou au maïs, ou au blé, qui sont tous arrosés. Les pommes de terre, bien sûr, ont été arrosées. Et l'huile de canola, bien sûr, vient du canola qui est OGM, donc qui est aussi arrosé. Donc tout ça, ça contient des résidus, et c'est dans votre assiette. Oh, dans la boisson, il y a du sirop de glucose qui vient du maïs OGM. Les résidus limites légales sont tellement élevés que Santé Canada peut dire il n'y a aucun risque. Vraiment, on a regardé, on a pris 3000 échantillons cette année, et on a bien regardé, il y avait 3% qui étaient au-delà de la légalité, et tout le reste, 97%, sont bien en dessous des limites légales, des limites de résidus légaux, donc il n'y a aucun risque dans la nourriture ou dans l'eau. Et il y a une chose intéressante, c'est qu'on peut regarder les limites de résidus légaux maximales au fil des années. Par exemple, vous pouvez regarder, si ce n'est pas trop petit, en 1993, c'est la colonne à gauche, vous voyez qu'il y a des chiffres, ce sont les résidus limites, qui sont d'ailleurs les mêmes choses aux États-Unis, et vous voyez qu'il y a 20 parties par million dans le soja. Et en 2015, c'est 40. Donc, et ça, la dernière colonne à droite, c'est la mienne, c'est moi qui ai mis les parenthèses. Donc, on a doublé le résidu limite légal pour le soja. Pour le maïs, c'est 50 fois plus. Pour l'avoine, c'est 300 fois plus. Pour le blé aussi, 300 fois plus. Pour la paille, pour le blé, c'est 1000 fois plus. Pour la luzerne, c'est 2000 fois plus. En 2015 qu'en 1993. Comme je vous l'ai dit, on a décidé aux États-Unis et à Santé Canada que c'était un produit tellement inoffensif que vraiment il n'y a aucune raison de s'inquiéter et que les limites légales, ça ne veut rien dire parce que donc on peut, comme Monsanto demande, si on pourrait, s'il vous plaît, élever le maximum de résidus légaux,
Eh bien, on le fait parce qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il n'y a aucune étude scientifique pour démontrer que ces augmentations de résidus limites, de résidus légaux, sont valables. Donc, il y en a partout dans l'environnement. C'est dans l'air, c'est dans l'eau, c'est dans la nourriture, c'est dans le sol. Et on commence aussi à faire des mesures chez les humains. Et par exemple, ça c'est une étude de l'Université de Californie, je crois que c'est à San Francisco, où ils ont mesuré un échantillon de 1000 personnes pour voir si jamais ils étaient contaminés avec ça. Et on a découvert que oui, effectivement, 93% des gens avaient du glyphosate dans leur corps. Bon. En Allemagne aussi, on a regardé, mais là, l'échantillon, je crois, était de 3000 personnes. Et là, on a découvert que 99% des gens avaient du glyphosate dans leur corps, étaient contaminés. Bon. Alors, je vous ai montré qu'il y en a partout, que c'est dans la nourriture, que les gens sont contaminés, mais puisque Santé Canada dit que c'est complètement inoffensif, ça a probablement pas grand-chose, ça n'a pas grand intérêt, c'est pas important, et on vous répète constamment que ça n'a aucun danger. Alors je vais vous montrer un peu de quoi ça revient. En 2001, la firme Monsanto a déposé un dossier au bureau des brevets aux États-Unis pour enregistrer le glyphosate comme antibiotique, comme antiparasite, parce que ça tue l'organisme qui cause la malaria. Et je peux vous dire que si jamais ça avait marché, leur truc, que vendre ce produit comme un médicament pour la malaria, il y a de l'argent à faire là, beaucoup, parce que la malaria c'est une maladie très importante. Le brevet a été déposé donc en 2001 et il a été accepté en 2010. Donc, c'est donc, et vous voyez, je vous ai mis en bas là, si jamais ça vous intéresse, le numéro du brevet. Ok, c'est un brevet américain. C'est un brevet américain et les brevets partout dans le monde, je crois, mais certainement aux États-Unis, c'est public. Vous pouvez chercher un brevet, n'importe lequel, sur Google, ce que j'ai fait. Donc j'ai regardé le brevet, il y a une bonne vingtaine de pages, et dans le texte du brevet, ça parle de la malaria, ça parle de l'agent de la malaria bien sûr, mais ça dit aussi que pratiquement toutes les bactéries sont vulnérables. Un produit qui tue les bactéries, en anglais, en français, on appelle ça un antibiotique. Et si vous voyez ce qui est en rouge en haut, c'est aussi bien texto du brevet, ça dit que tous les organismes qui contiennent cette enzyme, le PSPS, sont susceptibles à cette invention. L'invention, c'est le glyphosate. Le PSPS, c'est un enzyme que l'on trouve chez les bactéries et chez les plantes qui leur permet de construire, de faire des acides aminés, une certaine catégorie d'acides aminés qui permettent de faire des protéines. Vous savez que les protéines sont des chaînes faites par les acides aminés. Les animaux, donc les humains, nous sommes des animaux après tout, les animaux ne sont pas capables de faire ça. Les animaux n'ont pas la biochimie pour faire ça, ils n'ont pas cette enzyme-là. Donc, en théorie, seulement les bactéries et les plantes sont susceptibles. Et la malaria et bien sûr toutes sortes d'autres organismes, pas les animaux. Donc les humains, c'est inoffensif pour les humains. Et ça, c'est la base de l'argument de Monsanto. Ce qu'on ne savait pas il y a une cinquantaine d'années, et qu'on est en train de découvrir très vite, très rapidement, depuis 5 à 10 ans, c'est que les humains et tous les animaux sont des organismes symbiotiques avec les bactéries.
Je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Mais depuis 5 à 10 ans, la recherche médicale est vraiment en train de sortir toutes sortes d'informations importantes sur cette symbiose. Nous sommes un organisme symbiotique. Nous avons ici, dans l'intestin, 100 000 milliards, je ne sais pas comment on dit en trillion en français, 100 000 milliards de bactéries dans l'intestin, dans le grand intestin. Ok? Si bien qu'on leur donne un nom, on donne un nom à cette communauté de bactéries. Ça fait beaucoup de bactéries, 100 000 milliards. Ça représente à peu près le poids de votre cerveau. Ici, en bactéries, dans l'intestin. On leur donne un nom. On appelle ça en français le microbiote. En anglais, c'est microbiome. Microbiote. 100 000 milliards de bactéries. Bon. Et puis, eh bien, il se trouve, comme je vous le dis, que la recherche médicale est en train de montrer, de démontrer, et vraiment, ça, c'est vraiment une découverte majeure, que ce microbiote, on l'appelle un super organe. C'est vraiment un organe extrêmement important, comme le cerveau ou le cœur. Et on est en train de se rendre compte, et on l'étudie énormément, que ce microbiote influence tous nos organes. Et j'utilise le mot influence parce que probablement vous n'aimeriez pas que je dise contrôle. Le microbiote contrôle vos organes. Le microbiote contrôle votre cerveau. 95% de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur dans votre cerveau et le reste de votre corps, provient de votre intestin, provient de ces bactéries. Et on est en train de montrer aussi que ça marche aussi pour les autres neurotransmetteurs. Le microbiote, bien sûr, contrôle votre appareil digestif, le foie, les reins et tout le reste. Le microbiote contrôle le cœur et le système circulatoire. Le microbiote contrôle 100% de votre système immunitaire. Le microbiote contrôle 100% de votre système immunitaire. Ok? Et ça a des conséquences très importantes et je vais vous montrer pourquoi. Et puis, il y a d'autres choses aussi. Et quand je dis contrôle, influence, des bactéries, comment peuvent-elles faire ça? Les bactéries sécrètent de toutes petites molécules et toutes ces petits acronymes de 3 ou 4 lettres ici sur mon chose, ce sont des toutes petites molécules qui sont sécrétées par les bactéries et qui disent à votre cerveau de faire ceci, de faire cela, à votre système immunitaire, etc. Okay? Donc c'est vraiment très réel ce que je vous raconte. Et on est en train de voir que la plupart des maladies chroniques que l'on connaît proviennent d'un microbiote qui ne fonctionne pas, qui fonctionne mal, un microbiote qui est endommagé. Et vous pouvez regarder sur la table, ici c'est la colitis, eczéma, diabète, obésité, Crohn's disease, arthritis, l'autisme. On est en train de se rendre compte que Alzheimer est une maladie immunitaire, comme l'autisme, des choses qu'on ne savait pas il y a quelques années. Okay. Donc c'est très important. Et puis, bien sûr, je vous mets là en bas qu'en 2001, en 2010, le glyphosate a été breveté comme antibiotique. Donc un antibiotique tue les bactéries, un antibiotique qui est dans votre nourriture va endommager votre microbiote, et votre microbiote qui est endommagé va causer lentement des problèmes avec votre système immunitaire et avec toutes sortes d'autres organes et causer des maladies chroniques. Et ça, ce sont des choses vraiment très importantes et qui n'ont pas encore pénétré le cerveau des gens à Santé Canada. En 2013, les Allemands, un laboratoire allemand a montré, c'est une étude vraiment très très simple, a montré que
1 partie par million de glyphosate tue les bactéries du microbiote des poules. Okay? Et je peux vous assurer que le microbiote humain, le microbiote de tous les animaux, le microbiote des poules est vraiment tout à fait similaire. Okay? Nous sommes des animaux, nous sommes symbiotiques. Donc vous reconnaissez probablement certains de ces noms. Il y a certains de ces noms qui sont dans le yogourt, par exemple. Hein, les bifidobactéria, lactobacillus, des choses comme ça que nous avons ici et qu'on mange avec du yogourt ou d'autres aliments qui peuvent nous apporter ça. La maladie cœliaque est aussi un problème immunitaire et bien sûr, vous savez que depuis 5 à 10 ans ou peut-être plus, on a une épidémie de gens qui sont cœliaques ou qui sont endommagés ou qui ne peuvent pas avoir de gluten. Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas le gluten, c'est le glyphosate. Parce que le gluten fait partie de notre alimentation depuis 10 000 ans. Depuis 10 000 ans, nous mangeons du gluten tous les jours. Et c'est très très rare que quelqu'un soit affecté par ça. Mais depuis 10 à 20 ans, par contre, on a une épidémie et les gens veulent du gluten-free. Il y en a partout dans tous les magasins. Il faut que ça soit sans gluten. Le glyphosate a bien d'autres actions. Okay? Le glyphosate est antibiotique, mais et je vous expliquerai aussi plus tard comment ça fonctionne. Le glyphosate aussi abîme, endommage d'autres enzymes. Par exemple, il y a une collection d'enzymes, surtout dans le foie, qu'on appelle CYP, c'est les cytochromes P450, c'est un nom bizarre. On en a 57 chez les humains, qui sont surtout dans le foie, mais un peu partout aussi dans le reste du corps, et c'est votre système de détoxification. Vous savez probablement que le foie est très important pour détoxifier toutes sortes de choses. Hein, quand on vous dit, vous inquiétez pas de ça, vous avez un foie pour faire ça. C'est vrai, on a les enzymes qui font ce travail. Mais quand le glyphosate est donc notre nourriture et qu'il endommage ces enzymes, il endommage notre système de détoxification naturelle. Et ça, c'est une publication, c'était en 2013, je crois. Oui, en 2013, ça vient des États-Unis, et c'est en anglais bien sûr, et ils disent donc l'empoisonnement par le glyphosate endommage le microbiome, inactive les enzymes de détoxification, cause l'inflammation et le stress oxydant. Il y a une équipe de chercheurs en France qui a fait beaucoup de travail sur le glyphosate, sur le Roundup, et ils ont montré que c'est un endocrine disruptor. Donc il endommage notre système hormonal à une dose très très faible. Je ne sais pas si vous vous souvenez des chiffres que je vous ai montrés de Santé Canada. Les chiffres étaient que les résidus limites étaient de 5 ou 20 ou 40 ou 100 ou 400 parties par million. Et là, on vous dit que moins d'une partie par million cause du dommage à votre système immunitaire. Comme une partie par million aussi tue les bactéries est antibiotique. Ça a été confirmé surtout par d'autres études. Et là, on a montré dans cette étude-là qu'une partie par million réduit la testostérone chez le rat de 35%. Le même groupe en France a fait une étude très importante pendant 2 ans. C'est une étude qui a coûté 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Et pendant 2 ans, ils ont élevé, je ne sais plus combien de rats, mais il y avait 100 ou 200 rats dans leur étude. Et toutes les semaines, ils ont mesuré l'urine, le sang et toutes sortes de choses pour voir comment les rats étaient affectés par manger des OGM qui ont été arrosés ou manger de la nourriture où on a additionné du glyphosate ou boire de l'eau qui contient du glyphosate ou bien sûr il y avait des contrôles qui mangeaient et qui buvaient de l'eau propre, saine. Et ce qu'ils ont découvert, ils ont répété une étude qui a été faite par Monsanto. Monsanto, donc dans les années 60,
70, avait fait des études pour donner à Santé Canada et à l'EPA aux États-Unis pour montrer que c'était un produit inoffensif. Et bien qu'il y ait eu des doutes à l'époque, ils ont passé des règles comme c'était inoffensif. Les Français ont regardé ces études, ils ont obtenu les études et ils ont regardé les résultats, ils ont dit cette étude-là, ils l'ont fait pendant 3 mois, c'est pas beaucoup, et en plus, juste à la fin, les résultats finaux, c'est pas clair. On va répéter l'étude. Mais on va répéter l'étude et on va l'amplifier un peu. On va mesurer d'autres choses, d'autres paramètres, et puis on va la faire durer pendant 2 ans, toute la vie d'un rat, plutôt que 3 mois. Et effectivement, au bout de 3 mois, les rats avaient l'air bien portants. Et il ne se passait pas grand-chose. Au bout de 4 mois, il était évident que le foie et les reins étaient endommagés. Et puis, ça a continué bien sûr comme ça. Et puis, quelques mois plus tard, ils ont vu qu'il y avait des tumeurs mammaires qui se développaient. Ils ont fini leurs études et ils ont publié ces photos qui sont arrivées sur l'internet partout, et je peux vous dire que Monsanto, ça ne leur a pas plu du tout. L'étude a été critiquée énormément, vilifiée par toutes sortes de gens, incluant des académiques, des scientifiques. Et finalement, Monsanto a mis un scientifique sur le conseil d'édition du journal, et ils ont décidé de retirer l'étude en disant vraiment ces tumeurs ne sont pas convaincantes. Et la seule raison pour laquelle ils pouvaient faire ça, c'est que quand on fait une étude scientifique pour montrer ça, c'était un groupe de toxicologistes, et ils ont fait une étude de toxicologie. Et quand on fait une étude de toxicologie, c'est pour montrer si un pesticide est toxique. Est-ce qu'il va affecter le foie, ou le rein, ou le cerveau, etc. Mais si vous voulez montrer que le produit est carcinogène, qu'il cause le cancer, ça c'est une autre sorte d'étude, et il faut faire un protocole très différent et utiliser un nombre de rats bien plus important. Et ça, c'était une étude de toxicologie. Donc, en fait, l'excuse, si vous voulez, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de voir les tumeurs. Parce que ce n'était pas fait pour ça. Cette étude, bien sûr, a été confirmée depuis plusieurs fois. Il est certain que le glyphosate cause le cancer. Il y a prolifération de cellules cancéreuses. Et ça s'accélère. En 2015, il y a 2 ans, je ne sais pas comment dire en français, WHO, ça doit être l'organisme mondial de la santé, a établi un comité spécial qui, tous les 2 ans, se réunit pour regarder les études qui ont été faites sur un pesticide ou un produit chimique que l'on utilise. Et ils ont regardé glyphosate, entre autres, avec d'autres produits, il y a 2 ans, et ils ont regardé toutes les études qui avaient été faites, et ils ont vraiment déterminé, en 2015, que vraiment le glyphosate devrait être classé comme probablement carcinogène. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à cause de cette controverse, parce que ça a été très controversé, vous avez probablement lu des choses de cela, c'est là où on a appris qu'en 1985, les toxicologistes de l'EPA, les toxicologistes de Santé Canada avaient déjà classifié le glyphosate comme probablement carcinogène. Et bien sûr, ça ne s'appelait pas un Monsanto, donc Monsanto a retourné ce verdict, et en 1991, l'EPA a retourné ça en non carcinogène. Sous l'autorité de M. Michael Taylor, qui est devenu vice-président de Monsanto quelques mois plus tard. Un autre papier en anglais qui regarde le cancer, qui a été publié en 1995 aussi, qui a bien regardé toute la littérature et qui dit c'est évident,
c'est évident que ça cause le cancer. Et c'est en anglais, bien sûr. Et il parle d'études épidémiologiques. On n'a pas d'études épidémiologiques, ou très peu, ou pratiquement pas, parce qu'on n'a pas fait d'études sur les humains. On a fait des études sur les rats, sur les cochons, sur les vaches, etc., mais pas sur les humains, donc on n'a pas d'études pour montrer que vraiment c'est carcinogène sur les humains. Tout ce qu'on a, c'est une étude, il y en a probablement d'autres, mais enfin celle-là est importante, une étude de corrélation. La corrélation, c'est une forme d'analyse statistique, où on peut prendre deux corps de données, d'études différentes, et voir si elles sont liées ensemble. Hein? Donc là, par exemple, on a pris, les auteurs de cette étude ont pris toutes les données du centre pour c'est à Atlanta, Georgia, pour le Disease Control, ça veut dire le centre qui enregistre tous les gens aux États-Unis qui deviennent malades. Si on a le cancer ou on est diagnostiqué avec quoi que ce soit, on devient une statistique et on est enregistré par ce centre qui est à Atlanta. Donc on a pris ce corps de données et on a mis sur des graphes comme ça, et ça c'est les bandes jaunes. Et c'est le nombre de gens qui ont un diagnostic, qui sont devenus cancéreux ou qui ont été diagnostiqués avec une maladie du foie ou des reins ou autre chose. Et puis le département de l'agriculture des États-Unis aussi garde les données sur la consommation, sur l'utilisation du glyphosate, sur le soja et le maïs. Et c'est la courbe en rouge. Et on se rend compte que la courbe en rouge, vraiment, est en train de monter très fort et que ça suit vraiment le nombre de gens qui sont diagnostiqués avec toutes sortes de maladies. C'est ça une analyse de corrélation. Donc, on n'est pas en train de montrer la cause, mais en train de montrer que les deux vont ensemble. C'est pratiquement la même chose. Et quand on fait une analyse statistique comme ça, il y a certains chiffres qui viennent, et un des chiffres importants, c'est ce qu'on appelle la valeur R, que je vous montre ici sur la droite. Je vais vous le montrer en colonne dans la diapo suivante. Ce chiffre R, la valeur maximale, c'est 0,99. Quand on a un chiffre comme ça de 0,9, 0,90, c'est élevé. On se dit, les deux vont ensemble. Quand ça arrive à 0,95, alors là, c'est très élevé. Et quand on va au-delà à 0,98 ou 99, alors là, vraiment, c'est évident que les deux vont ensemble. Et voilà les chiffres qu'on a enregistrés dans cette étude. Donc vous pouvez les voir qu'il y a certains cancers qui ont des valeurs très élevées, à 0,96, 98, 92, 99. C'est très élevé. Ça ne dit pas que le glyphosate cause le cancer, parce qu'on n'utilise pas cette technique d'analyse pour montrer ça. Mais ça montre que les deux vont ensemble. Je ne sais pas si c'est une différence. Et puis il y a d'autres maladies aussi qui ont été analysées. Et les maladies, le nombre de gens qui sont devenus malades, c'est les colonnes en jaune. Et vous pouvez voir que l'autisme et l'Alzheimer sont très élevés, à 0,99, pratiquement la valeur maximale. Ok? Et puis on tombe, etc. Infection intestinale à 0,97. On se rend compte depuis plusieurs années qu'il y a une certaine forme d'infection intestinale qui pratiquement n'existait pas avant. Et c'est ce qu'on appelle une infection intestinale causée par le Clostridium difficile. Et le Clostridium difficile, c'est une bactérie, une des très rares bactéries que le glyphosate ne tue pas. Ça veut dire que quand on mange des aliments avec du glyphosate, qui endommagent le microbiome, il y a certaines bactéries qui sont tuées et d'autres qui ne le sont pas. Et nous avons tous ici E. coli, Escherichia coli, Clostridium difficile et toutes sortes d'autres bactéries qui sont plus ou moins pathogéniques quand elles ne sont pas entourées de toutes les autres, les
100 000 milliards de bactéries qui vraiment font une communauté et tout le monde s'entend. Mais si on enlève la communauté, alors là, on a Clostridium difficile, difficile en français, en anglais c'est Clostridium difficile, j'explique toujours ce que ça veut dire aux anglophones, parce que difficile ça veut rien dire, mais je leur dis qu'en anglais, en français, ça veut dire difficile parce que il n'y a aucun antibiotique pour s'en débarrasser. Ok? Cette bactérie est résistante à tous les antibiotiques qu'on connaît. Les gens meurent de cette infection intestinale causée par Clostridium difficile. Ça, c'est le titre de la publication que je viens de vous montrer. Ça a été publié en 2014. Bon. Donc, je vous ai montré que le calendrier, ça a été inventé en 1950, c'est un déminéralisant, c'est un herbicide. Ensuite, on a Roundup Ready. Ensuite, on le met partout dans les cultures parce qu'on appelle ça du mûrissement chimique. Et puis ensuite, on découvre que c'est un antibiotique. Et j'ai gardé les mauvaises nouvelles pour la fin. En 1950, on l'a synthétisé comme un aminoacide synthétique. Qu'est-ce que c'est que ça, un aminoacide synthétique? C'est un aminoacide, vous savez que les protéines des animaux, les protéines des humains sont faites avec 20 toutes petites molécules qui s'appellent des aminoacides. Des acides aminés, pardon, en français. Des acides aminés. Donc, on a fait un acide aminé synthétique, ça ressemble à un acide aminé, mais il y a une petite partie en plus. Et glyphosate, c'est un produit chimique, le nom du produit chimique c'est glycine methylphosphonate, glyphosate. Glycine methylphosphonate. C'est une toute petite molécule et ça vient de l'acide aminé glycine. Le glycine, c'est le plus petit acide aminé que l'on ait dans nos protéines. Il y a 2 atomes de carbone. Et c'est un acide aminé très important parce que c'est le plus petit et il est très important pour que les protéines puissent bouger. Parce que les protéines bougent, si vous ne le savez pas encore. Et c'est là où l'acide aminé devient très important. Glyphosate, c'est comme un acide aminé glycine avec une petite queue. Le produit méthyl et le radical méthyle et acide phosphonique, c'est la queue de l'acide méthylphosphonique. Okay? Donc c'est un analogue d'acide aminé. Il y a beaucoup de bactéries et de champignons qui font des analogues d'acides aminés comme antibiotiques. Ils s'en servent pour faire de l'espace autour d'eux, pour s'assurer qu'ils peuvent vivre et être bien, et que les champignons restent là-bas. C'est comme ça qu'on a découvert la pénicilline, parce que la pénicilline faisait ça. La pénicilline dans les boîtes de pétri, ou quand on l'a découvert, Fleming, etc., je ne sais plus quand, il y a 100 ans, non, c'était dans les années 30, je crois. Et donc, ce produit, la pénicilline, se diffuse dans le plat de pétri. C'est la même chose avec les analogues. Les bactéries, les champignons, aussi diffusent leurs analogues d'acides aminés. C'est un antibiotique. Okay? Ça tue les autres bactéries. Et comment ça marche? Comment ça marche? Parce que c'est intégré dans les protéines. Okay? Un acide aminé analogue est intégré dans les protéines. Au lieu, parce que la machine biochimique de nos cellules humaines et les animaux et les bactéries et les plantes ne fait pas la différence entre la glycine et l'analogue et le glyphosate. Ça ne fait pas la différence. Donc on va avoir des protéines où le glyphosate est intégré dans la protéine. Et si le glyphosate est intégré dans la protéine, il y aura certaines protéines où là où il est intégré, ça marche mal, ou ça ne marche plus du tout. Donc la protéine ne fonctionne plus. Si vous avez une molécule de protéine dans votre cellule qui ne fonctionne pas, eh bien elle va être désintégrée rapidement. D'autres protéines vont venir pour l'arrêter et la désintégrer, et on recommence. Sauf que si vous avez une contamination par le glyphosate dans votre cellule, eh bien on refait une autre protéine, une molécule de protéine avec sort encore du glyphosate. Et ça, Monsanto le savait,
il y a 50 ans. Ok? Il y a aujourd'hui environ 300 poursuites judiciaires aux États-Unis, et les juges, il y a certains juges qui ont décidé qu'il y avait des documents secrets de Monsanto qui devaient devenir publics. Toutes sortes de communications par courriel, toutes sortes de communications qui sont devenues publiques et qui sont maintenant publiées, qui sont disponibles sur l'Internet, qu'on peut aller voir, qu'on peut regarder, et c'est là où on peut découvrir que Monsanto savait toutes sortes de choses sur la manière dont cette molécule peut causer le cancer, elle peut causer toutes sortes de choses, et peut s'intégrer dans les protéines. Okay? Ils avaient fait une image, ça c'est une communication, coup de courriel d'un des scientifiques qui étudie ça, qui m'écrit, et c'est en anglais bien sûr, et ce qu'il raconte, et ce qu'il dit, c'est ce que je n'ai pas encore montré, c'est que le travail de Monsanto avec du carbone 14, radioactif, où ils ont montré que le glyphosate s'intégrait dans les protéines. Et ils travaillaient avec un bluegill sunfish, avec un poisson. Et ça date d'il y a très longtemps. Les mêmes gens en Allemagne aussi ont montré que le glyphosate s'accumule dans tous les organes. Et ils ont mesuré ça chez les humains et chez les animaux. Ça s'accumule dans tous les organes, les muscles, les os, les poumons, le cœur, les reins, l'intestin, le foie, la rate, etc. C'est publié. Même chose, si on doit vivre en intimité avec ces produits chimiques, en boire et en manger, on devrait bien apprendre leur nature et leur pouvoir. Donc, si ça vous intéresse, je vous recommande ce livre, Whitewash. C'est très bien fait, très bien écrit. C'est une journaliste tout à fait normale qui a décidé vraiment, qui d'ailleurs l'écrit dans son introduction, qui disait vraiment il y a 30 ans, pour moi le génie génétique et les gens de Monsanto, mais c'était vraiment formidable. Et puis elle a quand même fini par découvrir des choses qui n'étaient pas bien. Et quand elle leur en parlait, ils disaient oh, « faut pas attention à ça ». Et puis quand elle a commencé à en parler à d'autres, alors là, elle a eu des problèmes avec eux. Si vous êtes anglophone ou si vous pouvez lire l'anglais, vous pouvez lire une de mes publications. C'est un chapitre de livre que j'ai écrit récemment. Le chapitre, pas le livre, que j'ai appelé « The Gene Revolution and Future of Agriculture ». C'est en anglais, bien sûr. Mais ça résume un peu ma conférence ce soir. J'ai aussi donné cette conférence plus de 100 fois au travers de tout le Canada depuis quelques années. Je me suis promené partout au Canada, sauf ici. Et donc j'ai donné cette conférence et il y a beaucoup d'exemplaires de cette conférence qui ont été enregistrés en vidéo. Et si vous allez sur YouTube, vous pouvez mettre mon nom et vous découvrirez 2 douzaines de ces vidéos. Il y en a de 30 à 40 minutes, d'autres qui sont un peu plus longues, etc. Merci. Merci beaucoup, Dr. Grant. Avant de passer à la période de questions, on va passer un chapeau, un panier pour pouvoir recueillir des dons, afin de participer aux dépenses quand même. Dr. Vrin s'est déplacé de la Colombie-Britannique et ce soir, ça coûte quand même des sous. Alors, on va passer un panier, puis on va vous inviter après à poser des questions. En français, en anglais, peu importe, il y a un micro en avant. Alors, je vous invite à poser des questions. Moi, je n'ai pas tout compris, mais je sais qu'il y a quelque chose ou quelque part qui n'est pas trop bon pour nous autres. Posez-les les questions, s'il vous plaît. Est-ce que ça marche? Oui. J'ai une question. Je suis certain que vous avez montré toutes ces études à Santé Canada. Et quelle était leur réponse? Et comment, suite à ça,
qu'est-ce que nous pouvons faire pour montrer à Santé Canada que nous sommes vraiment inquiétés de ces études et qu'est-ce que vous allez faire à Santé Canada? J'ai écrit à la ministre de la Santé il y a 3 ans et je lui ai envoyé toutes ces études et beaucoup d'autres. Et ça c'était un peu avant qu'il révise le permis pour le glyphosate pour le Canada. Et j'ai reçu leur réponse en me disant « Dr. Vrin, ne vous inquiétez pas, c'est un produit inoffensif, il n'y a aucune inquiétude à avoir, etc. etc. » C'était leur réponse. Je dois vous dire que les choses sont en train de bouger. Moi, ça fait 5-6 ans que je parle publiquement comme ça, mais j'ai été très frustré et très découragé au cours des années. Mais je dois dire que depuis quelques mois, les choses bougent. Les Européens qui ont vraiment une culture des aliments, de la cuisine, quoi qu'on n'a pas vraiment ici au du Nord, les Européens n'aiment pas tellement qu'on les empoisonne, qu'on empoisonne leurs aliments, leur nourriture. Et ils réagissent beaucoup plus fort que nous au Canada ou aux États-Unis. Et ils sont vraiment politicisés. Hein, ils insistent énormément. Il y a beaucoup de réactions en France, en Allemagne surtout, et en Italie, en Autriche. Il y a beaucoup de gouvernements européens qui ont donné de l'argent à leurs scientifiques pour faire les études et qui ont maintenant les résultats et qui se disent, mon Dieu, mais il faut qu'on bannisse ce produit. Et quand j'utilise ce mot, c'est difficile parce que notre culture, notre civilisation, c'est un peu comme de l'héroïne. On est complètement drogué avec ce produit. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent chez eux, beaucoup de gens qui l'utilisent dans leur jardin. La plupart des cultures, la plupart des agriculteurs maintenant s'en servent énormément, surtout en grande culture industrielle. On s'en sert bien sûr, comme vous le savez bien, pour arroser les forêts, on s'en sert pour arroser l'eau, les rivières, pour arroser les voies ferrées, pour arroser les routes et les chemins, on s'en sert partout. C'est comme une drogue. Et je crois que c'est très difficile pour les gouvernements, pour les politiques, les politiciens, de dire, bon, on va s'en débarrasser. C'est pas possible de le faire d'un jour à l'autre, on va ruiner le pays si on le fait. Alors je ne sais pas quelle est la solution, mais je pense que la solution, c'est vraiment de faire savoir à votre maire, à vos politiciens et à vos voisins, à vos amis, à votre famille, ce que vous venez d'apprendre ce soir, et vous pouvez leur montrer ça, parce qu'il faut qu'ils apprennent aussi. Parce qu'une fois que vous savez ça, eh bien vous mangez différemment. Je dois vous dire que moi, depuis quelques années, je ne mange pas de la même manière que je mangeais il y a 5 ou 6 ans. Je mange organique, le mieux que je peux. Et je le dis aux gens, il faut manger organique, beaucoup plus que vous ne le faites. Surtout le pain. Okay. Numéro 1, c'est le pain. C'est là où vous avez le maximum d'antibiotiques dans votre nourriture. C'est le pain et les autres céréales. Si vous prenez des céréales pour votre petit déjeuner, c'est la même chose, c'est contaminé. Et puis je pourrais vous donner une longue liste de tout ce qui est contaminé, parce qu'on nourrit nos animaux avec du blé, du soja, du maïs, contaminé. Donc la viande est contaminée. Parce que si ça s'accumule dans nos cœurs, dans nos poumons, dans nos reins, dans nos os, ça s'accumule aussi chez les vaches, et les bœufs, et les porcs, et les poules. C'est la même chose. Donc il y en a dans les œufs, il y en a dans le lait, il y en a dans le beurre, il y en a partout. Et les gens souvent me disent, mais l'organique c'est tellement cher, ça coûte beaucoup trop cher. Je dis oui, c'est vrai, ça coûte très cher. C'est vrai. Mais regardez un peu de quoi il s'agit. C'est votre nourriture, c'est votre santé. Okay. Si vous attendez que le gouvernement change les choses, vous allez probablement être malade avant que ça arrive. Donc,
Vous allez, moi je dis aux gens, doublez votre budget de nourriture, ok? Doublez votre budget de nourriture. Si vous dépensez 200 $ par mois pour acheter vos aliments, eh bien doublez ça. Et puis, vous ferez avec le reste, ok? Vous aurez une voiture peut-être un peu plus petite, ou peut-être pas de télé, ou une petite télé, etc. Mais au moins, vous mangerez beaucoup plus sain. Et quand vous avez doublé votre budget pour la nourriture, bah, tout d'un coup, les aliments organiques sont moins chers. Ça devient normal. Une autre question. Selon vous, pensez-vous qu'il est trop tard pour revirer la situation? Pour remédier à la situation, non, il n'est pas trop tard pour remédier à la situation, mais je doute vraiment que ça se fasse du jour au lendemain. D'abord, ça va prendre probablement... Moi, j'espère que ça va exploser cette année, en 2018. Que la situation vraiment va... Parce qu'il y a tellement de documents qui sont devenus publics, qui montrent vraiment que Monsanto se fout du monde, qui savaient très bien que ce produit-là est très toxique et cancérigène, et qui cause toutes sortes de maladies. Ils le savaient il y a 40 ans, et ils ont vraiment... Tout ce qui les intéresse, c'est faire de l'argent. J'espère que ça va exploser, mais peut-être que ça ne va pas exploser. Peut-être que ça va prendre des années avant que le gouvernement décide que, ben oui, on a une épidémie, vraiment, c'est un peu comme les cigarettes. On devrait réguler, on devrait faire des règles pour éliminer ça de l'alimentation. Mais vous comprenez, comme je viens de vous le dire, que c'est tellement partout en agriculture que je dois vous dire que ça va prendre des politiciens très courageux pour faire face aux agriculteurs qui vont dire « vous êtes en train de nous ruiner ». Les agriculteurs, quand on leur parle, ils disent « mais on ne peut pas s'en servir, on ne peut pas ne pas en avoir ». C'est tellement, on s'en sert tout le temps, on s'en sert tous les jours, c'est indispensable à l'agriculture. Une autre question? Vous suggérez de manger organique, mais il y a une des données que vous avez montré que même les aliments organiques contenaient des éléments. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour choisir quel aliment organique on devrait manger? Vous pouvez me répéter la question parce que je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez venir ici, s'il vous plaît, madame? Merci, madame. J'espère que vous êtes journaliste parce que je vous ai vu prendre des notes. Vous nous avez suggéré de manger des aliments organiques, mais dans une de vos données qui mesurait le glyphosate dans les aliments pendant les années, j'ai remarqué qu'il y a certains même organiques, des aliments qui en contenaient. Donc, comment est-ce que nous autres, on fait pour savoir? Les aliments organiques, en principe, ne sont pas arrosés avec tous les produits chimiques. Ok? Mais bien sûr, les aliments organiques coûtent le double. Donc, pour un agriculteur, ça serait assez intéressant de dire, oui, j'ai arrosé, mais bon, personne n'a besoin de le savoir, et je vais prétendre que c'est organique. Mais il y a une des diapositives que vous avez montées, ça nommait le nom d'un certain aliment, Oui. ça mettait organique Oui. dessus, puis on contenait, donc c'est-tu qui ont... Donc, c'est quelqu'un qui a... nommé l'aliment, qui ont dit it was organic, ou... Oui, c'est quelqu'un qui a triché. Ok. Parce que le système est tel que les aliments organiques ne peuvent pas être arrosés. C'est le principe. C'est organique, par définition, ça n'est pas arrosé. Donc, nous, comme consommateurs, comment est-ce qu'on va pouvoir différencier, si oui, que les aliments qu'on achète ont été falsifiés quand ils disent c'est organique, ou comment est-ce que nous autres on fait pour savoir la différence? Eh bien, vous allez faire comme moi, vous allez faire confiance en disant, bon, par principe, les aliments organiques ne sont pas arrosés, donc ils sont sains. C'est sûr qu'il y aura probablement 1%, 2%, 5% de tricheurs. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'argent, hein. C'est cher les aliments organiques, je le sais. Oui. C'est ça que je me Mais demande. c'est ça, il y a quelqu'un qui a décidé de tricher. Oui. Est-ce que je pourrais seulement ajouter un petit commentaire en lien avec la question que la dame me pose
logo qui va apparaître. Donc, c'est vraiment un produit biologique. Si c'est indiqué produit naturel, produit paysan, produit local, il ne faut pas faire automatiquement le lien en disant « et c'est un produit biologique ». Non, c'est pas le cas. Il faut toujours regarder le logo authentifié biologique Canada ou biologique États-Unis, biologique Argentine, parce qu'on fait partie d'un contexte de mondialisation. Là. Donc, il y a des produits qui proviennent de tous les pays d'avant, donc c'est toujours à faire attention. Mais le meilleur des moyens pour se prévenir de cette situation-là, c'est de voir la certification biologique. Donc, ça peut être un moyen d'éviter ce genre de falsification-là. En tout cas, Merci. d'après ce que j'ai pu lire et regarder aussi, là, il y a une dernière. Oui. Vous avez mentionné l'étude de l'Union européenne récemment comme un produit en faveur de garder le glyphosate. Pouvez-vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu bannir? En Europe, et pourquoi ils n'ont pas banni le glyphosate encore? Parce que la firme Monsanto gagne énormément d'argent. On parle de milliards et de milliards de dollars avec ce produit-là, et les OGM, les semences OGM. Et ils ont énormément de pouvoir. Ils ont le pouvoir de faire des études fraudulentes, des études mauvaises. Et ils ont aussi le pouvoir de, comme on dit en français, bribes, le pouvoir d'influencer les politiciens et les scientifiques. Et vous savez, on peut donner un peu d'argent à pour ce projet-là ou autre chose, etc. C'est normal, c'est commun ça, les gens sont susceptibles de ça. Et ça arrive partout, même en Europe. Et c'est vraiment intéressant de voir que, par exemple, il y a certains gouvernements en Europe qui vraiment ont décidé que bon, ça suffit, la Russie, la France, comme je vous disais, mais qu'il y a d'autres gouvernements, il y a plusieurs niveaux de gouvernement en Europe, et moi je ne suis pas très familier avec tout ça, mais je sais qu'il y a des agences en Europe qui ont décidé que vraiment on ne devrait pas le bannir parce qu'il faut utiliser ce produit, parce que c'est important. On utilise le produit presque partout en Europe comme herbicide. Okay? Les Européens ont décidé qu'ils ne voulaient pas des OGM. Il y a longtemps ça. Mais on s'en sert comme herbicide. Même jusqu'à récemment, ils s'en servaient pour arroser, comme pour faire le mûrissement chimique. Ils n'avaient pas compris comment ça fonctionne. Et ça, le mûrissement chimique, ils viennent de l'interdire. Il y a récemment, cette année. Donc, il y a tellement de nouvelles données, si vous voulez, toute cette information qui est en train d'être découverte, que Monsanto a cachée pendant 40 ans, ça devient public, et je vous assure que les gens vont réagir. Parce que vraiment, comme dans le livre que je viens de vous montrer, cette journaliste qui dit dans l'introduction, elle dit, moi ça fait 30 ans que je travaille, je suis un peu cynique, hein, mais quand elle voit tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont fait, vraiment, elle dit, mais c'est incroyable ce qu'ils ont pu faire. Je ne peux pas vraiment répondre à votre question directement, je n'ai pas d'informations. Je pense que l'Union européenne a banni l'habilité de Monsanto de faire le lobbying. Je ne sais pas le mot lobbying en français, mais de parler au gouvernement comme avec d'argent. C'est banni par l'Union, je pense. C'est possible. Ben, si ça c'est vrai, ça va être la fin, parce que ça ne va pas prendre longtemps pour changer. Bonjour. Bonjour. Je regrette que je ne peux pas parler français très bien, alors je vais commander en anglais. Demander en anglais. Excusez-moi. I don't know if people know about the effects of glyphosate on the monarch butterfly. Has anyone here seen a monarch butterfly this year? No, you're right. But 20 years, 30 years ago, you would have seen lots. There is some thinking that the pervasive use of glyphosate in agriculture in the U.S. has something to do with wiping out their
migratory, the milkweed that they depend on their migratory route from Mexico, from Central America up to Canada. I wanted to ask Dr. Vrain if you have ever been contacted by or intimidated by Monsanto. You are fairly public on the YouTube. I've been asked to participate in a debate with one of their people, a scientist from University of California, who was working with Rob Fraley, who is their director of science at Monsanto. And then we debated about it, and of course she wanted to talk about OGM, GMOs. Je devrais parler français, pardon. Donc j'ai participé à un débat avec une scientifique de Monsanto, mais c'est la seule fois où on m'a demandé de participer, parce qu'eux ils veulent parler d'OGM. C'est leur comme on dit smoke screen en français. Hein? C'est leur manière de cacher le vrai danger qui est le glyphosate. Alors, elle voulait parler d'OGM et moi je voulais parler de glyphosate. Mais non, moi je suis généticienne, je parle d'OGM. Oui, je dis oui, mais moi je suis inquiet à propos du glyphosate. Et c'est à peu près tout ce qu'on a pu faire. C'est la seule manière, c'est la seule fois où j'ai été contacté par Monsanto. C'était pas Monsanto directement qui m'a contacté, c'était une chaîne de télé. Le monarch butterfly, hein? Les monarques, c'est un insecte comme un autre. C'est un joli papillon et on s'en inquiète beaucoup, mais c'est un insecte comme un autre. Il y a les abeilles, il y a toutes sortes d'insectes qui sont très importants. Et ça, ce produit, c'est antibiotique. Qu'est-ce que vous croyez qu'il se passe? C'est un biocide en anglais, je ne sais pas comment on dit en français. Un biocide, un biocide, ça tue tout. Ça tue les bactéries, ça tue les plantes, ça tue les champignons, ça tue les insectes, bien sûr, ça tue toutes sortes de micro-organismes unicellulaires dans le sol, dans l'eau, ça tue les poissons, ça tue les animaux à petit feu, lentement. C'est un antibiotique. Et on est en train on en met partout. Okay? Je ne sais pas si vous le savez, mais 80%, vous savez probablement que les gens médicaux, le système médical, sont vraiment inquiets, très inquiets, parce qu'on est en train de perdre tous nos antibiotiques. Les bactéries sont en train de devenir résistantes à tous nos antibiotiques. Et comme je vous parlais de Clostridium difficile tout à l'heure, il y a maintenant de plus en plus de bactéries qu'on ne peut plus contenir vraiment facilement, parce que on n'a plus qu'un ou deux antibiotiques qui fonctionnent. C'est plus du tout ce qu'on avait il y a 40 ans. Et on est en train de voir que, ça fait des années qu'on le sait, que 80% de tous les antibiotiques qu'on utilise, 80% c'est en agriculture. On utilise les antibiotiques en agriculture pour nourrir les animaux, parce qu'ils engraissent plus rapidement. Donc on peut faire des poulets en 6 semaines, ou des vaches et des bœufs en quelques mois, parce qu'ils engraissent plus rapidement, si on leur donne des antibiotiques. Comme ça. C'est pas qu'ils sont malades, mais on leur donne des antibiotiques pour les faire plus rapidement, pour faire de l'argent. 80% de tous les antibiotiques qu'on utilise, c'est pour l'agriculture. Et ça ne tient pas compte de ce produit-là. Si vous voulez inclure ça avec tous les autres antibiotiques qu'on appelle des antibiotiques, parce que ça, c'est pas un antibiotique, ça, c'est un herbicide, monsieur. Ok? Mais moi, j'appelle ça un antibiotique. Et si on inclut ça avec, alors là, je suis sûr que ça va être 95 ou 99% de tous les antibiotiques qu'on utilise, c'est en agriculture. D'autres questions? Moi, je suis curieuse de savoir tout le système médical, les médecins, l'association des médecins. Il n'y a pas de questionnement là-dessus? Ça commence à venir. Ça commence à venir, mais c'est récent. Je disais à mon hôte aujourd'hui qu'il y a 3 ans, j'ai donné cette conférence au département de gastro-entérologie à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver. On m'avait invité.
J'ai donné ma conférence et puis ensuite on a dîné ensemble. Et ils étaient charmants, ils étaient gentils. J'étais à une grande table avec toutes sortes de chirurgiens et de docteurs, etc. Et puis il y en a un d'eux qui est parti voir les autres dans les autres tables et qui est revenu pour me dire que les jeunes docteurs, les jeunes gastro-entérologistes, pensaient que j'étais biaisé, que ma présentation était biaisée, que vraiment c'était pas, je faisais pas bon poids, bonne mesure, parce que sûrement ça a quelque chose de positif. Et je me suis gratté la tête, je me dis mais pourquoi ils réagissent comme ça? Et je me suis rendu compte plus tard, ça m'est venu à la tête, je me suis dit ah oui vraiment, c'est des jeunes docteurs, ils ont 40 ans, ils viennent de finir leurs études. Ça fait 10 ans 15 ans qu'ils sont en études médicales. Ils ont probablement emprunté $1 million pour faire ça. Et vraiment, ils veulent travailler. Et moi, j'arrive et je leur dis que c'est ce produit-là qui est en train de causer l'épidémie de toutes les maladies qu'ils sont en train de soigner. Et que si on s'en débarrasse, eh ben, ils vont devenir au chômage. Ça leur plaisait pas beaucoup. C'est là le problème qui réside, c'est l'argent. Le problème, c'est l'argent. Le problème, c'est l'argent pour Monsanto. Le problème, c'est l'argent pour beaucoup de politiciens, beaucoup de décideurs. Oui, c'est l'argent. Mais quelqu'un m'a demandé quand ou comment ça allait bouger, etc. Et je dis, ben, la meilleure chose à faire, c'est vraiment pour vous autres, d'alerter tous vos gens, tous vos amis, toutes vos familles, tous les gens, les décideurs, les politiciens, et ça va, c'est en train de bouger, mais c'est vraiment lent. Et moi, ça fait 5 ou 6 ans que je parle comme ça aux gens, pour sonner l'alarme, parce que vraiment, il faut sonner l'alarme. Alors maintenant, c'est votre tour. Ne gardez pas cette information juste pour vous, s'il vous plaît, partagez. D'autres questions? Oui. Puisque Monsanto... Est-ce que vous pouvez élever votre voix parce que j'entends mal? Ah oui, je vais élever le ton. Ah, si vous voulez que Ça serait mieux. C'est plus Je pensais pratique. que j'avais une voix qui était forte. Oui, mais moi je suis complètement sourd. OK. Puisque Monsanto est une compagnie multinationale, vous avez mentionné un peu plus tôt que les pays avaient beaucoup de difficultés à bouger, voire à pénaliser cette compagnie-là qui est une multinationale. Est-ce que vous croyez qu'il pourrait y avoir de l'espoir pour que Monsanto puisse être jugé pour les crimes contre l'humanité et l'environnement en termes d'écocide? Non? Non, aucune chance. Monsanto, ça n'a rien à voir avec Monsanto. Ah si on peut prouver qu'ils ont caché des documents et des informations importantes, comme je viens de vous le montrer, alors là peut-être, oui. Mais sinon, c'est Santé Canada qui prend les décisions. C'est pas la multinationale. Oui, bien exactement. Lorsqu'on parle de multinationale, on fait référence à une compagnie qui a ses pieds un peu partout dans le monde. Donc, c'est difficile pour un pays comme le Canada, voire les États-Unis, bref, tous les pays, de pénaliser une multinationale lorsqu'elle a un pied bien solide sur chacun des pays. Si vous m'aviez posé cette question-là il y a quelques semaines, je vous aurais dit aucune chance que Monsanto soit poursuivi. C'est Santé Canada. Mais là, depuis quelques semaines, je viens de découvrir qu'ils ont caché toutes sortes d'informations néfastes et négatives et qui montrent bien que ce produit est très toxique. Oui. Et là, je crois que peut-être c'est le bas qui va blesser et c'est possible que les poursuites judiciaires aux États-Unis, et si ça fonctionne aux États-Unis, ça va venir au Canada et un peu partout ailleurs, parce qu'on a des épidémies de cancer, on a des épidémies de toutes sortes de maladies chroniques. Et je crois que les gens vont se réveiller et qu'il va y avoir des poursuites en masse. La raison pour laquelle je vous pose cette question-là, c'est que la semaine dernière, j'ai regardé un documentaire qui a été fait par Marie-Monique Rubin. Oui, je l'ai regardé. Oui, le Roundup face à ses juges. Et puis, elle nous montrait qu'à la Cour pénale internationale, qui est localisée à La Haye, en Hollande,
aux Pays-Bas, c'est où ils font Oui. la fameuse bière Oui. Heineken. Donc, il y avait peut-être une possibilité de le pénaliser, mais bon, il y a une ouverture, mais la route est longue. Je ne crois pas parce que ce tribunal, la Hague, a fait ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé des experts, ils ont appelé des scientifiques, mais il n'y a vraiment rien de nouveau, si vous voulez. Il n'y a rien de nouveau qui puisse endommager Monsanto. Alors que ce journaliste-là, qui a vraiment fait le travail et qui montre toutes sortes de choses, il y a un site web qui s'appelle US Right to Know. Okay? You can look at that. It's all there. US Right to Know. C'est incroyable. C'est incroyable ce que Monsanto a caché. Et ils savaient très bien, il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans, ils savaient très bien qu'il y a de la toxicité et que c'est vrai. Et vraiment, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour cacher tout ça, pour influencer les gens, les politiciens, pour faire de l'argent. C'est de la propagande, au fond. Oui. Merci. Je voudrais ajouter que cette dame a une bonne suggestion et je pense qu'il y a toutes sortes d'outils que nous pouvons utiliser pour arrêter l'usage de l'utilisation de glyphosate. C'est une idée, peut-être quelques-uns vont poursuivre cette méthode et nous pouvons les supporter. Nous autres, nous pouvons prendre les renseignements et passer aux membres de nos familles. Nous pouvons écrire au gouvernement, toutes sortes de choses que nous pouvons faire ensemble. Pas juste une méthode. Moi, je viens de France et je pense qu'on devrait sortir la guillotine. Merci. Je tiens à vous remercier, Dr. Varin, pour toutes ces informations. Même si on sort un peu paniqué de tout ça, ces informations étaient nécessaires pour nous ouvrir les yeux. Alors, je vous remercie beaucoup. Et avant de partir, je veux remercier aussi Francine pour votre traduction. Puis, on va demander à Gilbert de faire un tirage de billets, si vous avez acheté du 50-50. On va remercier aussi les organisateurs de toute la soirée pour nous avoir permis de... C'est pas juste, il n'y a pas de ticket. Alors, les trois derniers chiffres, c'est le 6, 3, 2. 6, 3, 2. 6, 3, 2, les derniers chiffres. 6, 3, 2. 6, 3, 2. Il faut qu'on en retire un autre. Non. Ah, une gagnante. Merci pour votre attention, tout le monde. Et surtout, merci à tous ceux qui sont dans les différents groupes pour notre environnement et protéger les gens qui vivent dans notre environnement. Merci beaucoup, Dr. Varin, et bon voyage de retour.